Club de la presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré. Le Club de la presse en direct jusqu'à 20h avec deux invités, deux jeunes députés après le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée aujourd'hui. Après 19h30, nous serons avec Guillaume Larrivé, député Les Républicains. Mais tout de suite, la première invitée du Club de la presse, c'est Aurore Berger, députée En Marche des Yvelines. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous faites partie de ces nouveaux visages qu'a salué le Premier ministre de cette Assemblée, a-t-il dit, plus jeune et plus féminine. Vous avez été jupéiste avant de rejoindre En Marche au début de l'année 2017 au moment de l'affaire Fillon, et vous répondez ce soir aux questions d'Arlette Chabot d'Europe 1 et de David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Aurore Berger, on vient de découvrir le score obtenu par le Premier ministre à l'Assemblée, enfin le nombre de députés qui ont voté la confiance, large majorité, 370 voix pour, 67 voix contre seulement et 129 abstentions, c'est beaucoup. Ce qu'on découvre, c'est que beaucoup de députés Les Républicains, une majorité, se sont abstenus. Autrement dit, on apprend ce soir, on a la confirmation ce soir qu'il y a décidément peu d'opposition dans ce pays. Il y a surtout la confirmation que le projet qu'on a présenté à la présidentielle et aux législatives, finalement, il est partagé, ou en tout cas, il recueille une forme de bienveillance de la part de ceux qui se disaient dans l'opposition. Et je pense que le président du groupe Les Républicains, Christian Jacob, qui a eu un discours extrêmement dur et personnalisé contre Édouard Philippe, est vraisemblablement pas en phase du tout avec les membres de son groupe. Et vous qui connaissez bien Les Républicains, puisque je rappelais que vous venez de ce parti, vous y étiez encore il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous êtes surpris par ce vote? C'est vrai que je m'attendais pas à ce que l'opposition soit si réduite, puisqu'il y a eu seulement 67 députés qui ont voté contre la confiance. Et je m'en réjouis. Ça veut dire que plus on a une confiance large, plus on a une légitimité forte pour engager les réformes. Et j'espère que cette démarche constructive va surtout perdurer pendant les prochains mois et les prochaines années. David Revaud-Dallon. Enfin, tout de même, une opposition réduite à peau de chagrin, voire à la portion congrue, c'est quand même un problème démocratique, même si j'estime que, vous estimez avoir les mains libres et que donc c'est politiquement bénéfique pour vous. C'est pas ce qu'on a dit d'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé dans son discours de politique générale, il a dit qu'il n'y avait pas un blanc-seing au fait d'avoir une majorité large. Il a aussi peut-être réussi à convaincre par la précision de son discours sur les réformes qu'il souhaite engager. Après, c'est la responsabilité des membres qui sont dans l'opposition de savoir où ils habitent et s'ils sont justement dans la majorité ou dans l'opposition. Le fait qu'il y ait 129 abstentions, ça montre justement qu'ils sont peut-être en attente, nous, concrètement, du projet qu'on va pouvoir réussir à faire naître. Il y a une certaine bienveillance chez les Républicains, c'est le mot qui a été utilisé par Éric Woerth, qui lui-même s'est abstenu. C'est-à-dire quoi? Ils ont compris qu'il y avait un nouveau monde qui avait commencé, pardon d'utiliser ce cliché qu'on utilise tous, mais on est entré dans une autre époque, donc il est urgent d'attendre pour se prononcer pour ou contre certains projets et globalement contre l'action du gouvernement. Ils ont compris ça. C'est l'enseignement, à votre avis, ce qu'ils ont tiré de ces législatives? On a eu une première semaine à l'Assemblée nationale qui était extrêmement mouvementée, où on a vu plutôt de la vieille politique ressortir sur de l'obstruction, sur des suspensions de séances qui n'en finissaient pas, et un mode de fonctionnement qui n'était pas très sain ou serein pour tout le monde. Et là, le fait justement qu'ils aient fait le choix de ne pas être contre le gouvernement dès le départ, avant même justement que les débats puissent s'engager, peut-être que ça montre en effet qu'il y a une forme de clairvoyance par rapport à ce qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on bosse. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas moi dans ma circonscription. Il y a une notion d'urgence, j'ai l'impression, sur les réformes qu'on doit engager. Donc plutôt que de s'opposer avec des obstructions, l'opposition plutôt France Insoumise nous promet des milliers d'amendements sur les lois d'habilitation sur les ordonnances. Je suis pas certaine que ce soit extrêmement utile dans l'absolu, déjà, de faire une obstruction systématique et que ça porte ses fruits en plus. Il y a les ordonnances, il y a effectivement cette opposition très réduite. Puis vous évoquez la vieille politique, la façon dont ça s'est passé la semaine dernière, mais le groupe En Marche a aussi été critiqué. Je pense évidemment à l'élection à main levée du président. Je crois que c'est une première. Et la semaine dernière, sur ce plateau, Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée, disait qu'il n'avait jamais vu ça sous la Ve République. Et puis les ordonnances, tout ça donne quand même, vous parlez d'aller vite, mais tout ça donne quand même l'impression d'un exécutif, d'une majorité qui veut aller non seulement vite, mais fort et sans forcément considérer justement l'opposition.
Écoutez, elle considère son opposition, mais c'est pas elle de définir quelle est son opposition. Donc, sur ce qui s'est passé la semaine dernière, tout simplement, il y a eu un vote et une assemblée souveraine. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est pourtant clairement lui dans l'opposition, je pense qu'il a voté contre la confiance aujourd'hui, a rappelé à l'issue des scrutins qui ont eu lieu. Sur les ordonnances, c'est une méthode que moi je revendique et c'est une méthode qu'on a annoncée. Et pendant la présidentielle et pendant les législatives, on n'a pas menti sur la méthode qu'on allait employer. Encore une fois, parce qu'il y a une notion d'urgence, le fait d'aller vite. Et d'ailleurs, le président de la République l'a annoncé aussi. Dans les réformes institutionnelles qu'il veut mettre en place, il nous laisse 1 an pour travailler sur ces réformes. Il y a aussi la question des navettes, c'est-à-dire les discussions parlementaires entre l'Assemblée et le Sénat, qui à un moment ont des vertus en termes évidemment de dialogue, de débat parlementaire, mais peuvent aussi être extrêmement restrictives en termes de temps passé. À tel point que le président envisage de passer par-dessus et de s'adresser directement dans une démarche plébiscitaire aux électeurs. Puisqu'il a évoqué la question du référendum sur la réforme institutionnelle. Sur d'autres sujets, sur les réformes institutionnelles, soit en effet il convoque un congrès, donc l'ensemble des représentants de la nation, soit c'est pas référendum. Est-ce que c'est passé par au-dessus? C'est peut-être aussi tout simplement donner la parole au peuple sur des sujets qui sont essentiels sur le mode de fonctionnement démocratique, sur la question du pluralisme politique aussi. Avant d'en venir au fond à tout ce qui a été annoncé par Édouard Philippe aujourd'hui et puis au cap qui a été fixé hier par Emmanuel Macron, j'aimerais savoir comment vous avez vécu ces 2 jours, parce que vous avez 30 ans, vous êtes jeune, vous êtes une femme naturellement. Édouard Philippe a dit c'est ça la nouvelle Assemblée cet après-midi. C'est vrai que dans une législature précédente, vous auriez été une exception, vous auriez été la Benjamine, et aujourd'hui on a l'impression que vous êtes nombreuses comme vous. Et ça fait du bien. Je pense qu'on a fait la photo de famille justement aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir comparer notre photo de famille de l'Assemblée nationale aux précédentes et vous allez voir à quel point l'Assemblée nationale a changé. Et elle a changé, il faut être... c'est objectif. Aussi sous l'impulsion de La République En Marche. On a 47% de femmes au sein de notre groupe. Donc quand j'entendais des vieux caciques dire, vous savez, on cherche des femmes, on a vraiment du mal à en trouver et c'est pour ça que elles sont jamais élues. Étonnamment, quand on en cherche vraiment, on arrive non seulement à les investir, mais à faire en sorte qu'elles soient aussi dans des territoires où elles peuvent gagner. Et ça veut dire que vous allez avoir de l'influence, que vous allez pouvoir faire entendre votre voix ? Moi, je crois pas qu'il y ait une voix féminine ou une voix masculine. Moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Par contre, je pense qu'il faut que ça se banalise. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme d'indifférenciation, surtout au fait de faire de la politique en étant soit un homme, soit une femme. C'est pas ça qui doit prévaloir demain. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de la loi sur la parité parce que ce sera devenu une évidence, une habitude. Non, mais quand je disais ce que vous allez pouvoir vous faire entendre, c'était pas sous-entendu parce que vous êtes une femme, c'était sous-entendu parce que vous avez 30 ans. Parce que vous avez 30 ans, c'était dans ce sens-là. J'ai pas l'intention d'être muette, en tout cas. Donc, non, moi, je vais faire entendre ma voix et on est évidemment libre aussi de faire entendre nos voix et l'ensemble des parlementaires, à mon avis, le fera. On marque une pause et on revient tout de suite avec Aurore Berger, députée En Marche des Yvelines. À tout de suite. Et vous pouvez nous rejoindre sur Internet, suivez l'émission en direct et en vidéo sur europe1.fr. Jusqu'à 20h, le club de la presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Aurore Berger, députée En Marche de la 10e circonscription des Yvelines, qui répond aux questions de David Revaud-Dallon et maintenant d'Arlette Chabot. Avant qu'on aille sur le fond et des promesses ou des engagements, on a bien compris quand même d'Emmanuel Macron qui vont être différés, au moins dans l'application, repoussés. Quand vous avez vu Édouard Philippe monter à la tribune, vous avez fermé les yeux, vous vous êtes dit Alain Juppé est à l'Élysée, Édouard Philippe est Premier ministre, on est nombreux, c'est normal. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit j'hallucine ou pas ? Non, je me suis pas dit j'hallucine, parce que Alain Juppé n'est pas à l'Élysée. C'est Emmanuel Macron qui y est, même si je garde beaucoup d'amitié pour Alain Juppé. D'ailleurs, le Premier ministre l'a salué dans son discours. Après, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une convergence entre le projet qui était celui d'Alain Juppé et celui d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pas un total hasard si Édouard Philippe est Premier ministre aujourd'hui. Alors, on a compris qu'un certain nombre de mesures allaient être décalées dans le temps. C'est vrai pour la réforme de l'ISF, c'est vrai pour les allègements de charges pour les entreprises, le CICE qui est effectivement transformé en baisse pérenne des charges, et surtout la taxe d'habitation, c'est pas pour demain la veille. Donc en gros, c'est même pour la fin du quinquennat. Oui, voilà, c'est pour la fin du quinquennat. Donc là, on s'est fait avoir, là, non ? C'est pas fait avoir. Déjà, dès le mois de janvier, la baisse des cotisations sociales sera en vigueur. C'est ce qui a été et la aussi hausse de annoncé. la CSG, on a bien compris, en échange. Mais en échange de la hausse de la CSG, pour les retraités notamment, on avait dit « Ah, mais ils bénéficieront de la baisse de la taxe d'habitation ». Eh ben non. Il vous aura pas échappé qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui est assez accablant et qui dit que justement les comptes qui ont été présentés sont entachés d'insincérité. Donc quand vous faites face à des déficits et de la dette publique, soit vous faites des hausses d'impôts, ce qu'on a refusé de faire, et c'est je pense la première fois qu'on n'a pas cette solution de facilité-là, soit à un moment où vous faites des réductions de dépenses
ce que nous on va engager. Et ce qui est le plus important, et je pense que vous l'avez vu ou en tout cas entendu dans ce discours, c'est que les engagements seront tenus. C'est-à-dire tous les engagements qui ont été ceux du président de la République à l'époque candidat et que nous on a porté pendant la campagne législative, tous, sans exception, sont respectés et ont été reprécisés dans le discours de politique générale. Ils ne sont pas forcément tenus dans les délais. Dans les délais annoncés. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient tenus sur le quinquennat. On a un quinquennat pour réformer. On a un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'on a juste 8 milliards d'euros de déficit supplémentaires qui ont été vraisemblablement cachés, puisque c'est des comptes qui étaient insincères. Donc il faut être réaliste aussi sur ce qu'on peut engager. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à l'issue du quinquennat, déjà, le pays aille mieux et surtout que les engagements qu'on a pris soient tous tenus. Et c'est le cas. Et le Premier ministre, en plus, a été extrêmement précis dans ce qu'il a détaillé aujourd'hui. Alors justement, en termes de précision, il y a la taxe d'habitation qui devait intervenir en 2020, la suppression pour 80%, et qui n'interviendra qu'en fin de quinquennat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Est-ce que c'est simplement par peur d'une fronde des élus locaux ? Je ne pense pas que ce soit par peur d'une fronde des élus locaux, puisque Emmanuel Macron, candidat, il a assumé une position qui était en effet impopulaire auprès des maires et des élus locaux. Il est même allé devant. Président semble assumer un petit peu moins. Il est même allé devant l'Association des maires de France en pleine campagne électorale pour réaffirmer cet engagement. S'il avait eu peur, s'il avait voulu une échappatoire, il l'aurait prise au moment de la campagne en essayant de trouver des ajustements, etc. Non, il dit que c'est une promesse qui sera tenue et d'ailleurs qu'il y aura une réflexion plus large sur la question de la fiscalité locale, parce qu'il y a des modalités de fonctionnement, de définition de ces taxes qui sont en effet injustes et sur lesquelles il faudra revenir au-delà de la suppression pour 80% des ménages. Mais ce qu'on a entendu, que soulignaient Arlette Chabot et David Revaud-Dallon à l'instant, c'est qu'hier on a entendu Emmanuel Macron à Versailles dire qu'il y avait urgence absolue, qu'il fallait aller vite, qu'il fallait faire beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui on a entendu un Premier ministre qui a dit 2020, 2021, 2022... qui a dit par exemple que sur la modernisation du travail, il y a un chantier qui s'ouvre de 18 mois parce qu'il y a 6 chantiers au sein de cette réforme. On la limite à la question des ordonnances parce que c'est immédiat. Pour le coup, la question des ordonnances et sur les lois d'habilitation, les lois d'habilitation sur les ordonnances. Enfin, on a 6 chantiers. On va réformer la formation professionnelle, on va ouvrir l'assurance chômage aux indépendants, on va supprimer le RSI pour que les indépendants puissent entrer dans le régime général, on va baisser les cotisations sociales en supprimant la part vieillesse et maladie des cotisations sociales. Donc tout ça, c'est un chantier qui va prendre 18 mois. Et ce qu'a dit le président de la République, ça me paraît pas du tout contraire à ce qui a été dit aujourd'hui, c'est il faut mieux légiférer tôt dans le mandat, de manière après à pouvoir évaluer, contrôler et ajuster s'il y en a besoin. Sur justement la question du rapport entre le Premier ministre et le président, Nicolas Poincaré le disait, président qui veut aller vite, le Premier ministre qui est plutôt le pied sur les freins en termes de réforme. On a aussi un président qui prend beaucoup... Je suis pas d'accord avec vous sur le Premier ministre qui est le pied sur les freins. Un président qui prend de la hauteur, un Premier ministre qui rentre dans le détail jusqu'au prix du paquet de tabac, du paquet de cigarettes, 10 euros si je ne me trompe pas. Est-ce que cette division du travail, c'est la bonne division du travail, puisqu'on a notamment commenté beaucoup le fait que le président avait un petit peu dévitalisé le discours du Premier ministre en parlant au Congrès 24 heures avant. Mais ce qui est amusant, c'est que les critiques, elles n'ont pas cessé de changer. C'est-à-dire, avant le discours du président de la République, on disait ce discours ne sert à rien. Après ce discours, on a dit finalement, il a quand même annoncé des réformes importantes, notamment institutionnelles. Mais quelle place va rester au Premier ministre ? On espère qu'il y aura du coup des mesures très concrètes qui seront annoncées. Et maintenant qu'on a un discours de politique générale où il y a des mesures très concrètes qui ont été annoncées, là on dit mais est-ce qu'il ne rentre pas trop dans le détail ? Donc systématiquement, quand même, les critiques ont glissé. Il y a juste une répartition logique des rôles qui est même extrêmement conforme à nos institutions entre un président qui préside et un Premier ministre qui est chef de la majorité et du gouvernement. Donc une bonne division du travail entre les deux têtes de l'exécutif ? Une claire complémentarité entre les deux, oui. Aurore Berger, députée Les Républicains En Marche des Yvelines, à l'invité du Club de la Presse. La République En Marche, pardon. Confusion. On revient juste après une courte pause. Et le Club de la Presse en images, retrouvez l'émission en direct sur Europe1.fr. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec Aurore Berger, la députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines est interrogée par vous, Nicolas Poincaré, et ce soir par Arlette Chabot et David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Et on parle du discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée aujourd'hui, le Premier ministre qui a obtenu la confiance, sans surprise, 370 voix pour. La surprise, c'est le faible nombre de voix contre, 67 et 129 abstentions. On y reviendra tout à l'heure avec notre deuxième invité, Jérôme Larrivé des Républicains. Mais Aurore Berger, parlons encore un petit peu de tout ce qui a été annoncé aujourd'hui. On le disait, il y avait beaucoup de mesures très concrètes. On a évoqué le paquet de cigarettes à 10 euros, c'est un chiffre un peu frappant. On a évoqué l'obligation de vacciner les tout petits enfants pour un nombre élargi de maladies. Avant la fin du quinquennat, nous n'aurons plus rien à payer, ni pour les lunettes, ni pour les soins dentaires, ni pour les aides auditives, j'imagine, si on a une mutuelle, mais de plus en plus tout le monde a une mutuelle.
Parmi toutes ces mesures que je viens d'évoquer rapidement, lesquelles sont les plus importantes pour vous ? Elles sont extrêmement différentes, mais sur la question notamment le fait qu'il n'y ait plus de reste à charge en fait sur les prothèses dentaires, auditives ou les lunettes, je pense que c'est essentiel. C'est une question d'égalité tout simplement dans l'accès aux soins. Donc moi, c'est pour moi une priorité. Vous parliez tout à l'heure aussi d'ailleurs du pouvoir d'achat des retraités. Il me semble que ces sujets-là, ça grève énormément le pouvoir d'achat des retraités, puisque c'est quand même souvent eux les principaux. C'est-à-dire qu'on paye maintenant et les mesures sympas arriveront en fin de quinquennat. On paye pas maintenant. On ne paye pas maintenant. C'est-à-dire que quand on baisse les cotisations sociales, à un moment, on fait le choix de les financer, ces baisses des cotisations sociales. Parce que cet argent, vous le trouvez où ? Vous le trouvez dans les 8 milliards d'euros qu'on a en moins dans les comptes de l'État parce qu'ils ont été insincères. Vous êtes bien obligé à un moment d'être responsable. On ne peut pas nous dire en permanence qu'il ne faut pas de fuite en avant sur les comptes publics et en même temps nous dire que quand justement on fait des choix qui ne sont pas forcément les plus populaires mais qui sont responsables, on a tort de les faire. Donc je pense qu'au contraire, c'est responsable. C'est pas très moderne. Ça, le coût du bilan, nos prédécesseurs nous ont laissé une ardoise, donc on ne peut pas malheureusement respecter tout de suite nos engagements. Quand on arrive dans n'importe quel... Vous le saviez déjà, parce que c'est pas très nouveau qu'au fond on avait compris on savait pas qu'il y avait des comptes qui étaient insincères. On savait pas qu'il y avait des comptes qui étaient insincères. Quand on arrive dans n'importe quelle organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit un ministère, ou là en l'occurrence l'État, à faire un audit par une autorité qui est indépendante, qui est la Cour des comptes, ça me paraît essentiel et ça permet aussi d'avoir une image fidèle de ce qu'on l'on trouve en arrivant. Alors le coût du bilan des prédécesseurs, des comptes insincères, effectivement, là on l'a souvent entendu, mais là il y a quand même un problème, c'est qu'il y a un an, à Bercy, le ministre de l'économie et des finances, il s'appelait Emmanuel Macron. Il n'était pas ministre des Finances. Ouais, mais ministre de l'économie. Et vous a pas échappé que quand il a eu un désaccord politique justement sur les questions économiques et sur les réformes engagées, il est parti du gouvernement. Il s'est pas planqué. Il est parti pour se lancer dans la présidentielle. Il n'est pas parti en disant je quitte ce gouvernement parce que les comptes sont insincères. Je peux d'autant plus facilement dire qu'à l'époque, moi je soutenais Alain Juppé puisque c'était en plein pendant la primaire. Je pense qu'à l'époque, quand il a fait le choix de démissionner du gouvernement, beaucoup lui auraient surtout conseillé de rester tranquillement et de rester planqué au sein du gouvernement. Et peu auraient parié sur le fait que ça deviendrait le premier mouvement politique dans notre pays et que ça le conduirait à l'Élysée avec une majorité extrêmement large. On le voit aujourd'hui avec une majorité presque encore plus large avec ceux qui se sont abstenus sur le vote de la confiance. Mais convenez, Madame Berger, qu'il y a quand même une stratégie qui consiste à noircir le tableau. François Hollande, quand il est arrivé en 2012, il a eu un rapport de la Cour des comptes qui était, alors certes moins assassin, mais qui était quand même assez sévère sur la gestion de son prédécesseur, et il a pris le parti, tactiquement ou stratégiquement, je ne sais pas, de ne pas noircir le tableau pour ne pas affoler les électeurs. Vous avez fait le contraire. Parce que François Hollande, pendant la campagne de 2012, n'a cessé de dire qu'on avait une crise qui n'était pas si importante que ça. Et donc c'était un peu compliqué pour lui, alors qu'il avait fait toute sa campagne justement présidentielle en expliquant qu'il n'y avait pas vraiment de crise et donc ça ne justifiait pas les mesures qui avaient été prises pendant le précédent quinquennat, tout d'un coup de changer complètement de discours. Nous, on a un discours qui n'a pas changé. Regardez les autres partis politiques, regardez ce qu'ils ont proposé entre la présidentielle et les législatives. Ils ont tous changé de projet. Tous. On est les seuls à être restés ISO sur le projet qu'on présente et justement à dire que malgré ces comptes insincères, on va tenir les engagements. Alors oui, vous l'avez dit, certains vont être peut-être dans un temps qui sera différent. Mais à la fin, sur ce quinquennat, on aura tenu l'ensemble des engagements de campagne qu'on avait pris et c'est malheureusement pas si courant. Je me demande non, parce que je dis que vous étiez à droite avant évidemment de rejoindre Emmanuel Macron et tout le monde à droite a fait campagne sur les comptes insincères et le déficit qu'il allait trouver qui était largement au-dessus de ce qu'avait annoncé le gouvernement. C'est-à-dire au lieu des 2,8 annoncés de déficit du PUM, on serait au-delà des 3 et c'est donc 3,2. Donc tout le monde, personne ne l'a découvert en fait. Écoutez, il suffisait d'écouter la campagne de la droite, de François Fillon, de M. Fillon ou de M. Le Maire, par exemple. De Bruno Le Maire. Tout le monde savait que ça ne serait pas, on ne serait pas dans les clous. Mais moi, je ne le savais pas avant qu'il y ait un rapport de la Cour des comptes qui le dise et qui prouve que cela n'était pas en effet sincère. Moi, je ne peux pas juste me fier au discours politique des uns et des autres pour savoir l'état des finances publiques de notre pays. Je me fie à une autorité qui est une autorité indépendante et qui dit la vérité sur l'état de nos comptes, tout simplement, et qui fait qu'il faut qu'on soit responsable. Et justement, la force, je trouve, du discours, c'est que malgré cela, on ne renie rien et aucun engagement qui a été pris pendant la campagne. Pour conclure, Aurore Berger, donc nouvelle députée, jeune députée, vous avez écouté Emmanuel Macron à Versailles hier, Édouard Philippe à Paris à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous nous dites quoi? Qu'ils ont été tous les deux formidables? Qu'ils ont été complémentaires et très déterminés. Et c'est ce qu'on ressent nous aussi en tant que parlementaires.
Et donc tout va bien. David Revaudalon. En un petit mot, qui a été le meilleur entre les deux? Moi, je prends pas parti entre le président de la République et le Premier ministre. Ils sont chacun dans leur rôle. Merci beaucoup, Aurore Berger, députée En Marche des Yvelines. On rappelle que vous avez battu Frédéric Poisson, Jean-Frédéric Poisson, qui avait été candidat aux primaires de la droite et que vous avez battu à Rambouillet aux dernières législatives. Merci beaucoup d'être venu dans le Club de la Presse. On marque une pause et on se retrouve avec Jérôme Larrivé, député Les Républicains. Le Club de la Presse d'Europe 1. Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse d'Europe 1 en direct jusqu'à 20h avec maintenant Guillaume Larrivé, député Les Républicains des Yvelines. Bonsoir Guillaume Larrivé. Député de Lyon. De Lyon. Bonsoir. De Lyon et non pas des Yvelines, ça commence par un Y. En tout cas, vous répondez aux questions d'Arlette Chabot et de David Revaudalon et j'espère ne pas me tromper sur le score de confiance obtenu par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale cet après-midi. 370 voix pour, 67 contre et 129 abstentions. On remarquait tout à l'heure avec Arlette Chabot et David Revaudalon qu'il n'y a pratiquement plus d'opposition en France puisque 75 députés Les Républicains sur 100 se sont abstenus. C'est un fait. Quant à moi, j'ai voté contre et je n'ai d'ailleurs pas l'intention de m'en excuser. Sur la forme, le discours d'Édouard Philippe était plutôt bon. J'ai trouvé sobre, concret, précis. Ça nous a changé de cette espèce de prêche philosophique qu'on avait entendu la veille à Versailles. Là, on est enfin entré dans le concret, dans les travaux pratiques. Mais sur le fond, j'ai un certain nombre de désaccords majeurs avec Édouard Philippe sur la sécurité, sur la fiscalité, on va revenir, sur la ruralité. Mais ma question portait sur tous les membres de votre groupe qui n'ont pas voté contre, alors que le président du groupe, Monsieur Jacob, avait tenu un discours très dur, très offensif, appelé en gros ses troupes à voter contre. Non, mais les troupes se sont abstenues. Il ne faut pas raisonner en fonction de troupes. Il n'y a pas de troupes de sous-officiers et d'officiers. Il y a des députés libres et indépendants. Chacun d'entre nous a cette liberté totale d'expression de vote. Je constate qu'effectivement, ils ont été assez nombreux à choisir de s'abstenir. Pour ma part, moi, je ne suis pas hypnotisé par le macronisme triomphant et j'ai des idées assez simples, c'est-à-dire quand je suis pas pour, je suis contre et quand je suis contre, je vote contre. D'autres sont pas hypnotisés par le macronisme triomphant quand même. Naturellement, ils ne le sont pas et je n'ai pas vraiment l'intention de commenter leur vote. Eux non plus quand même. Donc, oui, en tout cas, je ne le suis pas et je pense que la clarté, quand on n'est pas pour, c'est d'être contre, pardon, mais d'ailleurs je l'ai dit ce matin au groupe, lorsqu'on s'abstient, c'est souvent qu'on n'est ni pour ni contre, bien au contraire, je ne trouve pas que ce soit d'une clarté absolument évidente. En disant cela, Arlette Chabot, je précise que naturellement, je ne voterai pas contre tous les textes présentés par les gouvernements d'Emmanuel Macron pendant tout le quinquennat. Naturellement, il faut raisonner au cas par cas, en fonction des sujets, en fonction de l'intérêt général. En tout cas, aujourd'hui, je n'étais absolument pas prêt à ne pas voter contre ce gouvernement dans ses orientations générales parce que j'ai des accords de fond qui sont profonds et que je voulais exprimer par un vote clair et ce vote clair c'est un vote contre. David Revaudalon. Et très clairement ce haut niveau d'abstention ou plutôt ce faible niveau de vote contre, c'est-à-dire grosso modo un quart du groupe, est-ce que ça vous étonne d'une part, est-ce que ça vous inquiète d'autre part sur la suite des opérations évidemment? Non, encore une fois, je pense que la droite française, de manière générale, est composée d'hommes et de femmes libres. Première remarque. Deuxième remarque, cette droite, elle est aujourd'hui à terre. Soyons un tout petit peu lucides. Après le désastre de l'élection présidentielle, nous ne sommes pas dans une période de recomposition, nous sommes dans une période de décomposition. Et il va falloir absolument tout reconstruire et ça va pas prendre quelques jours, ça va pas prendre quelques mois, ça va prendre, je pense, beaucoup de temps. Et pour ma part, je suis totalement libre dans ma tête pour participer à ce travail. Je ne suis pas constructif au sens où quelques députés ont choisi de voter la confiance, mais je suis reconstructeur et je pense qu'on a effectivement beaucoup de pain sur la planche dans les mois qui viennent pour reconstruire une droite nouvelle qui s'assume. Alors effectivement, il y a du boulot pour la droite parce que qui va comprendre quelque chose? On a un Premier ministre issu de la droite qui propose son discours de politique générale. On a un mouvement de droite reconstructif qui vote en grande partie pour lui. On a l'opposition que vous êtes censé représenter, les Républicains, dont 75% des députés s'abstiennent. Où est l'opposition ? Je suis assez d'accord avec vous, Nicolas Poincaré. Je ne trouve pas, à titre personnel, que ce vote d'abstention soit d'une immense clarté. C'est le moins qu'on puisse dire. J'en prends acte et en toute liberté. Encore une fois, j'ai voté contre. Mais surtout, ce qui me paraît nécessaire, c'est qu'on entre dans le
concret. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, on parle de fiscalité. Est-ce qu'on est d'accord ou pas pour augmenter de 20 milliards d'euros le montant de la CSG? Moi, je suis contre. Certains sont pour, moi je suis contre. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur la question de la ruralité pour accompagner le mouvement de métropolisation de la France, ou est-ce qu'au contraire on décide de regarder en face le sujet de l'injustice territoriale et on s'en occupe vraiment? Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur la question de la justice pour solder le passif des années Taubira? Moi je suis favorable à ce qu'on rompe de manière définitive et très franche avec les années Taubira. Ça veut dire que on doit, de mon point de vue, modifier profondément le code pénal. Bref, il y a des tas de sujets comme ça. Sujet de fond, fiscalité, ruralité, sécurité, par exemple, 3 idées sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on se différencie, il faut qu'on soit en proposition, et si on ne le fait pas, on sera une espèce de robinet d'eau tiède, absolument incompréhensible et illisible, et c'est pas pour ça, pour ma part, que j'ai choisi de me représenter à l'élection nationale, à l'Assemblée nationale. Mais en face, on peut mettre, il y a justement, pour bien comprendre la difficulté de la ruralité, il y a une conférence de cohésion des territoires, il y a 15 000 places de prison, il y a la loi qui modifiera le code du travail. Il y a un Premier ministre qui dit qu'il faut réduire les dépenses et il va même faire une trajectoire, veut définir une trajectoire pour le quinquennat sur la réduction des dépenses. Il dit la France est le dos au mur. Chabot, par exemple. Alors, vous devriez applaudir sur ça. Les donc... dépenses publiques, sur la fiscalité, c'est tout à fait intéressant. Édouard Philippe, tout à l'heure, nous dit à la fin du quinquennat, je veux qu'il y ait moins de prélèvements obligatoires qu'aujourd'hui. Ok. Mais il nous dit aussi qu'au début du quinquennat, il va commencer, en réalité, par augmenter de 20 milliards d'euros le montant de la CSG. Je considère qu'il y a là une incohérence. C'est les charges pour les salariés, c'est-à-dire qu'on va donner aux salariés du pouvoir d'achat. Vous devriez dire que c'est bien ça. C'est un choix qui est le sien, le choix qui est le mien, sur lequel d'ailleurs j'ai été élu ou réélu député de Lyon, c'est de refuser une augmentation d'impôts qui me semble profondément injuste et inefficace. Donc on assumera ce désaccord fiscal. Moi je pense qu'il faut rompre urgemment avec ce bombardement fiscal qui a été subi par les Français depuis 6 ou 7 ans, a été depuis l'été 2011, et je ne crois pas du tout souhaitable pour l'économie française et pour le pouvoir d'achat des Français de commencer par augmenter la CSG. Voilà, c'est une différence qu'on peut exprimer simplement mais fermement. Alors, vous vous affirmiez tout à l'heure constructif en disant que... je n'ai pas dit que j'étais constructif, je veux être reconstructeur de la droite. Pragmatique, pardon, le terme est mieux choisi. Qu'est-ce que vous pourriez voter, puisque vous affirmiez qu'il y a tout à fait des points sur lesquels vous pourriez tout à fait vous reconnaître? Par exemple, demain matin, à la commission des lois, nous allons examiner le projet de loi prorogeant l'état d'urgence, une 5e ou 6e fois. Ouais. Bon, je voterai ce texte, même si je regrette d'ailleurs que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, refuse de venir s'exprimer devant la commission des lois, ce que je trouve assez curieux, parce qu'on pourrait au moins avoir un débat avec le ministre de l'Intérieur très concret sur les dispositifs de l'antiterrorisme. Voilà, un exemple concret, état d'urgence, ok, je vais voter ce texte sans aucune difficulté. Et nous l'avions fait avant, en effet, Arlette Chabot, parce que nous n'avons pas attendu l'élection du nouveau prince pour parfois nous mettre d'accord sur un certain nombre de sujets d'intérêt général. On n'a pas attendu l'injonction macroniste pour parfois faire preuve de bon sens collectif et de voter ensemble certains textes quand ils nous paraissent conformes à l'intérêt de la France. Par exemple, les ordonnances, la loi travail? Je suis assez réservé aujourd'hui parce que je trouve que ce texte est hémiplégique. Tout à l'heure à 21h, on va entendre la ministre du Travail en commission des affaires sociales. Je trouve que c'est un texte hémiplégique parce qu'il y a d'un côté des mesures d'assouplissement du code du travail, mais de l'autre côté, il n'y a pas de mesures directement favorables au pouvoir d'achat des travailleurs. Je pense notamment que le sujet de la défiscalisation des heures supplémentaires aurait dû être traité dans un paquet travail au début du quinquennat. Il y a aussi une question à laquelle je suis très sensible, qui est la question de l'articulation entre le RSA et le travail. Je trouve que cette question-là, qui est une question hypersensible dans tous les territoires de France, elle aurait dû être aussi abordée. C'est un peu un texte hémiplégique qui libéralise, au fond, le droit du travail, sans donner aux travailleurs, et notamment aux Français qui travaillent durement, au fond, un ballon d'oxygène qui me semble devoir leur être donné. Enfin, pour la libéralisation, l'assouplissement des règles, c'est exactement ce que souhaitait la droite. Oui, c'est pour ça que Arlette Chabot, faire ça. C'est pour ça que je dis que c'est un texte hémiplégique, c'est-à-dire il y a une partie qui est plutôt positive, mais il me semble qu'il y a une partie qui manque, et donc je suis encore en réflexion, je vais essayer d'amender. Je crains d'ailleurs que la faculté d'amendement soit moins que restreinte s'agissant d'une loi d'habilitation
pour ordonnance, mais voilà, je ne dis pas du tout que c'est un mauvais texte, je trouve que c'est un texte incomplet qui me semble nécessaire pour encourager le travail, pour défendre les Français qui travaillent durement, non seulement d'assouplir le code du travail, ok, mais aussi d'avoir des mesures de pouvoir d'achat pour les ouvriers, pour les employés, pour les infirmières. Vous savez, dans ma campagne électorale à Auxerre et en Puisée, c'est un sujet qui est revenu tout le temps. À chaque visite d'usine, à chaque visite de clinique ou d'hôpital, ce sujet des heures supplémentaires, ce sujet de la récompense du mérite est revenu, et je trouve que le gouvernement a assez tort de ne pas l'aborder directement au début du quinquennat. Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, est l'invité du Club de la Presse. On revient après une pause. Et vous suivez l'émission en direct et en vidéo sur europe1.fr. Dernière partie du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, au soir du discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Édouard Philippe qui a obtenu une très large majorité, parce qu'on ne l'a pas souligné encore, mais on peut le dire, avec simplement 57 voix contre ou 67 voix contre. Eh bien, c'est le plus faible score de vote négatif après un discours de politique générale depuis le début de la Ve République. Guillaume Larrivé, vous êtes interrogé par Arlette Chabot et David Revaud-Dallon qui vous pose la prochaine question. Alors vous faites partie, vous l'avez dit, des 23 membres parlementaires des Républicains qui ont voté contre. Vous montrez très critique à l'égard du style de gouvernance, du management politique de M. Macron. Vous qualifiez tout à l'heure de prince ou le mouvement général de macronisme triomphant. Mais je pense qu'il y a chez Emmanuel Macron une sorte de tentation impériale, et on l'a vraiment vu hier à Versailles, où au fond le principal objet du discours d'Emmanuel Macron était de sculpter sa statue. Je trouve qu'il s'écoute beaucoup parler. J'étais d'ailleurs assez étonné par le côté parfois très pompeux, très verbeux de ce qui ressemblait d'abord à un prêche philosophique plus qu'à un vrai discours politique. Le style du Premier ministre, en revanche, est plus classique. Moi, j'ai apprécié sur la forme, je le dis, le discours d'Édouard Philippe, qui était à la fois concis, assez précis, qui était très concret. Ça ressemblait plus à des travaux pratiques qu'à une mauvaise dissertation de cagneux. Donc ça, c'était tout à fait classique. Maintenant, sur le fond, tant mieux, on entre dans le concret désormais, et j'entends bien, avec d'autres, participer au débat public sur ces sujets concrets qui intéressent les Français. On y vient enfin, après 6 mois ou plus de campagne électorale dans tous les sens. Ça veut dire, Guillaume Larrivé, que vous craignez une tentation césariste chez le président Macron ? En tout cas, il y a ce que j'appelle peut-être une sorte de tentation impériale. Alors en disant cela, je ne dis pas que c'est nécessairement Bonaparte. Je ne sais pas lequel des 12 Césars de Suétone Emmanuel Macron aimerait se rêver. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même. Et vraiment, parce que je l'ai ressenti physiquement dans cet hémicycle assez kitsch d'ailleurs de Versailles. Il y a une petite tentation impériale. Et ça plaide aussi tout cela pour que nous, l'opposition, nous soyons une vraie opposition, c'est-à-dire une opposition capable d'avoir des idées, capable de les exprimer, capable de se construire. Je constate aujourd'hui que la droite ancienne est à terre, il n'y a plus de leadership et c'est parfois, hélas, le cimetière des idées mortes. Tout est à reconstruire. Je crois que l'élimination des leaders d'hier a sanctionné un vieux système, celui d'une droite française ayant cessé de penser, radotant des slogans et devenue, hélas, incapable de s'adresser à tous les Français. Vive Laurent Wauquiez. Non, vive la reconstruction, et à titre personnel, j'y participerai. Je ne sais pas aujourd'hui comment je vais gérer ce rendez-vous qu'est le congrès des adhérents républicains probablement à l'automne. Il va falloir qu'on en parle avec les uns, avec les autres. J'appartiens aujourd'hui à aucune écurie. Je ne reconnais aucun leadership naturel. Ce que je sais, c'est que ma génération doit assumer son devoir d'inventaire et d'invention. Inventaire des failles idéologiques, politiques, pratiques qui ont conduit au désastre. Pourquoi et comment la droite s'est-elle rabougrie à ce point? Il faut quand même se poser la question. Et puis invention ensuite d'une droite nouvelle qui réussira enfin à s'adresser à tous les Français à condition de bâtir des solutions nouvelles en faisant preuve d'un peu d'audace. Mais Guillaume Larrivé, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui sur le vote, il y a quand même des différences d'attitude, d'appréciation, volonté de bienveillance d'un côté, volonté d'opposition forte de l'autre. Ça annonce pas tout simplement ce qui va se passer chez les Républicains dans le parti, c'est-à-dire une cassure. Je ne sais pas s'il y aura une
cassures, en tout cas il y a des fêlures assurément, et je pense qu'il y a au moins 1 an de travail de reconstruction. On est à une période qui est aujourd'hui une période plutôt de décomposition, et avant la recomposition, il faut vraiment qu'on travaille sur les idées, il faut qu'on travaille avec des partis étrangers. Ensemble, donc, comme on dirait gentiment, vous pouvez encore être ensemble, tous unis, ou bien vous allez vous séparer, vous allez exclure par exemple ceux qui ont fait un groupe Arlette Chabot, séparé. je suis pas pour qu'on dise unité en sautant sur son siège sans savoir. Clarification et travail sur les idées. Moi, j'aimerais très concrètement que sur tous les sujets, sur la fiscalité, mais aussi sur les questions régaliennes, sur le rapport à l'Europe, sur les questions internationales, sur les questions de société, sur tous ces sujets, on se mette au clair. Il faut pour ça travailler avec des think tanks, il faut travailler avec des chefs d'entreprise, il faut travailler avec des élus, avec les maires, etc., etc. Et ça va pas se régler en 15 jours. C'est pas un petit atelier de la refondation convoqué à 19h rue de Vaugirard demain mercredi qui va faire ce travail. Je pense qu'il faut beaucoup d'audace et surtout beaucoup de liberté. Moi, j'ai pas été réélu pour lever la main dans un sens ou dans l'autre dans l'hémicycle. On est député, on est maire, ou on est tout simplement citoyen pour participer à ce débat d'idées et pour tout reconstruire. La droite est à terre, il faut la reconstruire et ça va prendre du temps. Évidemment, ça va pas se régler en 24 heures. Et à vous entendre, on a l'impression, Guillaume Larrivé, que vous pourriez être candidat à la présidence de ce parti, à la direction de ce parti. Quand vous dites je fais partie d'aucun courant, je ne soutiens pas particulièrement Laurent Wauquiez, on se dit alors s'il roule pas pour Laurent Wauquiez, il roule pour lui. Laurent Wauquiez a plein de qualités, d'autres personnes en ont, et pour ma part, avec d'autres, je serai un acteur de cette reconstruction. Un acteur, donc à quel niveau ? Au plus haut niveau s'il le faut ? Je serai un acteur de cette reconstruction. Il ne s'agit pas de se demander quelle va être la taille du chapeau à plumes, mais il s'agit d'être utile, notamment sur le terrain des idées, où il me semble que la droite française a pris beaucoup de retard et où il est temps de retrouver un peu d'avance. Avec ou sans chapeau à plumes ? Et quand Xavier Bertrand, qui pourrait être l'un de ceux qui porteront le chapeau à plumes justement, explique que vous n'avez au sein de la droite plus grand chose à faire ensemble. C'était dans le journal du dimanche il y a une semaine. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je pense que Xavier Bertrand est un président de conseil régional qui travaille vraiment sur le terrain. Et je trouve plutôt à son honneur de faire ce choix de travail sur le terrain. C'est bien, ouais. Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, était l'invité du Club de la Presse ce soir après le discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée cet après-midi. Vous répondiez aux questions d'Arlette Chabot et de David Revaud-Dallon. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Dans quelques minutes, Ombline, ce sera le meilleur de Nikos. Exactement, Nikos Eliagas. Vous le retrouvez tous les soirs cette semaine. De quoi j'ai l'air, les meilleures émissions de l'année. Et il sera aux côtés de Thomas Dutronc ce soir. À demain, Nicolas Poincaré. À demain. 18h pour Europe Soir sur Europe 1.